Chers abonnés, toujours dans la suite des cours concernant la biologie animale, aujourd'hui on va entamer le stade de la gastrulation. Alors la gastrulation, c'est l'étape qui va me permettre de transformer les blastula que nous avons obtenus après la segmentation en une autre formation qu'on appelle la gastrula. Ceci grâce à une série de mouvements cellulaires. Donc là, il ne s'agit plus de division cellulaire, mais il s'agit de mouvements cellulaires. Harakat khalawiya. Qui va bouger? Ce sont des cellules de la blastula qui vont bouger pour deux buts. Le premier but, c'est la formation d'un tube digestif primitif, umboub hadmi ibtida'i, qu'on appelle l'arc-enterrant. Bien sûr, l'arc-enterrant, il va se transformer par la suite en tube digestif. Et d'ailleurs, le mot gastrulation, ça vient du mot gaster qui veut dire tube digestif. Umboub hadmi, et en arabe, c'est marhalat takwin al-am'a. Le deuxième but de ce stade est la mise en place de 3 feuillets embryonnaires. Alors, les cellules de la blastula vont bouger, premièrement pour former un tube digestif et deuxièmement pour se mettre en place en 3 positions différentes. Une position externe qu'on appelle l'ectoderme, une position moyenne qui va former le mésoderme et une position interne qu'on appelle l'endoderme. Tout ça, bien sûr, grâce à une série de mouvements cellulaires. Donc, on est là dans une série de mouvements cellulaires. Alors, comment on a su qu'il s'agit de mouvements cellulaires et non pas de division cellulaire? Eh bien, c'est grâce à ce chercheur-là qu'on appelle Vogt. Vogt, en 1925, il a eu l'idée d'injecter des blastulas par des colorants naturels. En fait, il a utilisé 3 couleurs, le bleu, le vert et le rouge. Ensuite, il a suivi le déplacement de ces couleurs et c'est comme ça qu'il a compris que la gastrulation, c'est finalement des mouvements cellulaires et non pas des divisions cellulaires. Alors, ces zones qu'il a injectées par ces 3 couleurs bleu, vert et rouge, il les a appelées les territoires et il les a appelés les territoires ou les zones présomptives. Sachant que le mot présomptif veut dire prévu pour. Donc, chaque blastula va programmer une zone prévue pour donner l'ectoderme, une zone prévue pour donner l'endoderme et une zone prévue pour donner le mésoderme. Et chaque zone va bouger pour se mettre en place en 3 positions dont je vous ai parlé. Alors, dans le cours, j'ai choisi deux exemples. Un exemple très simple qui est l'exemple de l'oursin et ensuite, nous allons parler de l'amphibia. Donc, l'oursin, rappelez-vous, après sa segmentation, on va obtenir une formation qu'on appelle celloblastula régulière caractérisée par une série de cellules qui entoure d'une façon régulière un vide qu'on appelle le blastocèle. Donc, cette formation-là va programmer ces cellules selon 3 zones différentes. Une zone qui sera consacrée à l'ectoderme. Cette zone, vous avez remarqué que je l'ai colorée en bleu, c'est de couleur universelle. Donc, il a injecté du bleu à cette zone-là et cette zone-là va occuper tout le pôle animal. D'accord? Donc là, vous voyez animal 1 et animal 2. Ça, c'est la zone qui est prévue pour donner l'ectoderme. Donc, pour rester en position externe. La deuxième zone, c'est la zone qui concerne l'endoderme. Je l'ai colorée en vert parce que c'est la couleur universelle et c'est la couleur que Vogt a utilisée. Et donc, ça sera la zone supérieure ou la partie supérieure du pôle végétatif. Ensuite, il reste une dernière zone que vous voyez colorée en rouge et qui va concerner le mésoderme et qui va donner donc le mésoderme. Ça veut dire qu'elle va se positionner dans une position moyenne. Mais jusqu'à présent, vous voyez que les cellules n'ont pas encore bougé. Donc, ces zones-là, ce sont les zones présomptives. Et s'il n'y a pas de programmation de zones présomptives, aucun mouvement ne peut avoir lieu. Donc, sur cette figure-là, vous voyez la disposition des cellules. Donc, comme je vous ai expliqué, tout le pôle animal
donnera l'ectoderme, la partie supérieure du pôle végétatif va donner l'endoderme et la partie extrême du pôle végétatif va donner l'endoderme, le mésoderme, pardon. Le deuxième exemple que je vous ai choisi, c'est l'exemple de l'amphibien. Donc, l'amphibien aussi va utiliser une segmentation totale, mais cette segmentation, elle est irrégulière, elle est inégale. C'est pour ça qu'à la fin, on va obtenir une céloblastula. Mais cette céloblastula, elle va pas être régulière, mais elle va être irrégulière. Hein? Pourquoi irrégulière? Parce qu'elle va contenir des cellules, des petites cellules qu'on appelle les micromères au niveau du pôle animal et des grandes cellules qu'on appelle les macromères au niveau du pôle végétatif et le blastocèle est réduit. Hein? Vous voyez que le blastocèle n'est pas régulier comme chez l'oursin et donc cette céloblastula irrégulière, c'est le résultat de la segmentation chez l'amphibien. Donc cette céloblastula régulière va programmer ces cellules pour donner 3 zones, comme était le cas pour l'oursin. Alors, ces 3 zones, donc celle qui est colorée en blanc et en bleu, c'est la zone ou le territoire présomptif de l'ectoderme. Le territoire présomptif de l'ectoderme va occuper tout le pôle animal. Ensuite, le deuxième territoire, c'est le territoire qui est coloré en rouge, donc c'est le territoire qui va donner le mésoderme. Et celui-là, il va former une ceinture, un rhizème, une ceinture sous-équatoriale entre le territoire de l'ectoderme et le territoire de l'endoderme, qui justement va occuper la partie extrême du pôle végétatif. Donc là, vous avez la carte des territoires présomptifs. Sur le schéma, vous voyez d'autres légendes, mais ces légendes-là, on ne rentre pas dans le détail. Ce qui nous importe, c'est la mise en place de 3 territoires présomptifs, un pour l'ectoderme, un pour le mésoderme et un pour l'endoderme. Donc là, une fois que les territoires présomptifs sont mis en place, la gastrulation ou les mouvements de gastrulation peuvent commencer. Donc là, une fois que toutes les cellules sont programmées, soit pour donner l'ectoderme ou l'endoderme ou le mésoderme, ils peuvent commencer leur mouvement, ils peuvent commencer à bouger. Alors, il faut savoir que le mouvement va se passer toujours vers le blastocèle, mais il va être différent selon les espèces. Donc, on reste sur nos exemples. Le premier exemple que je vous ai donné, c'est l'exemple de l'oursin. Donc, l'oursin, avec sa céloblastula régulière et ses territoires présomptifs, va commencer à bouger pour donner à la fin cette formation qu'on appelle la gastrula. Et toujours avec les 3 couleurs respectives, le bleu, le vert et le rouge. Donc, comme vous pouvez voir, le rouge a pris sa position entre l'ectoderme et l'endoderme. L'endoderme, il a pris sa position interne et l'ectoderme, il est resté à l'extérieur. Mais bien sûr, tout ça ne va pas se passer directement, mais il va se passer selon des étapes bien définies grâce à ces mouvements cellulaires. Donc, en tout, voilà ce qui va se passer. Nous allons démarrer de cette étape-là pour arriver jusqu'à cette étape-là. Et bien sûr, on va détailler chaque transformation à part en 4 étapes. D'accord? Donc, je vais commencer par la première étape, l'étape de l'aplatissement du pôle végétatif et la migration des cellules mésodermiques. Alors, la gastrulation va commencer pas au niveau du pôle animal, mais au niveau du pôle végétatif. Comment? On sait, c'est grâce à cet aplatissement, et l'aplatissement va se passer au niveau du pôle végétatif. D'accord? Rappelez-vous, la céloblastula qui était arrondie, donc, va se transformer en une formation un peu triangulaire, un mutelleta, et c'est comme ça qu'on sait que la gastrulation a commencé. Alors, comme je vous ai dit, les mouvements vont se passer vers le blastocèle, qui est le vide, et les premières cellules qui vont bouger, ce sont les cellules
du territoire du mésoderme, c'est-à-dire les micromères. Alors, ces cellules-là vont se détacher et ils vont migrer vers le blastocèle. D'accord? Et une fois qu'ils migrent, donc ils se transforment en des cellules qu'on appelle des cellules mésenchymateuses ou le mésenchyme primaire. Donc, premier mouvement, il va se passer au niveau du pôle végétatif. Qu'est-ce qui va se passer? La celloblastula va s'aplatir au niveau du pôle végétatif et les cellules du territoire mésodermique vont se détacher et migrer vers le blastocèle et se transforment en des cellules qu'on appelle les mésenchymes primaires. Ensuite, le pôle végétatif va s'invaginer. Donc, l'invagination, c'est ça. D'accord? Je vous ai choisi deux schémas qui vous montrent ce mouvement-là. Donc, l'invagination du pôle végétatif. Donc, vous voyez que les cellules du territoire endodermique vont s'invaginer et elles vont commencer leur migration vers le blastocèle. Donc, le sens du mouvement, il est toujours le même. On se dirige toujours vers le blastocèle. Entre-temps, vous voyez que les cellules mésodermiques ou le mésenchyme primaire, il prend place et il est en train de former plusieurs formations comme les spicules. Troisième étape, c'est une étape dans laquelle on va voir apparaître le tube digestif. Parce que n'oubliez pas que dans la gastrulation, le but, c'est de former le tube digestif et mettre en place les trois feuillets. Donc, ce tube digestif, vous le voyez, il est là, hein, c'est le tube en bout qu'on appelle l'arc enterrant. Et comme vous pouvez voir, hein, il est formé par le verre, c'est-à-dire par les cellules endodermique. Donc, le tube digestif, les cellules endodermiques vont continuer leur migration vers le blastocèle et ça va vous former ce tube qu'on appelle l'arc enterrant. Entre-temps, donc, les cellules mésenchymateuses qui ont formé les spicules. La quatrième et dernière étape, c'est la formation ou l'élongation, donc tatouil ou tataoul, le tube digestif. Donc le tube digestif, il va s'étirer, il va s'allonger grâce aux cellules endodermiques, mais aussi grâce à ces petites formations qu'on appelle les phyllopodes. D'accord? Donc, une fois qu'on obtient la longueur désirée, donc on arrête la migration et on forme le tube digestif ou l'arc enterrant. D'accord? Entre-temps, vous voyez une deuxième génération de cellules qu'on appelle les mésenchymes secondaires. Et ces cellules de mésenchyme secondaires seront caractéristiques de la gastrula. Donc, le tube digestif va s'allonger. Ensuite, il va détacher une partie pour former des célomes, des vides. Hein, un célome du côté gauche et un célome du côté droit. L'année prochaine, Inch'Allah, si vous faites zoologie, vous allez comprendre à quoi servent ces célomes. Et là, vous voyez qu'à la fin, donc, on va obtenir une gastrula qui a trois choses. La première des choses, c'est l'ectoderme qui est resté en position externe, l'endoderme qui est en position interne, le mésoderme qui est en position moyenne, le tube digestif, l'arc enterrant, avec une ouverture qu'on appelle le blastopore. Donc, je vous rappelle que ces schémas, vous allez les trouver dans le texte. Ensuite, ce qui va se passer, c'est donc la gastrula, bien sûr, elle va continuer son développement pour donner un embryon.
D'accord? Le deuxième exemple que je vous ai choisi est un exemple un peu plus complexe. Il s'agit de l'amphibien. Le barma'i, comme par exemple la grenouille, hein, on va voir que son développement ou sa gastrulation est beaucoup plus complexe. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre la gastrulation, ce n'est pas grave parce que la gastrulation est un petit peu complexe chez l'amphibien. Toujours avec le même principe, c'est-à-dire le point de départ, c'est toujours une céloblastula avec 3 territoires. Quand on coupe cette céloblastula, on va voir donc l'endoderme qui se positionne en position inférieure, la ceinture sous-équatoriale du mésoderme et l'ectoderme donc qui est au niveau du pôle animal. Donc cette formation, elle va devenir ce qu'on appelle une gastrula et sur la gastrula, on doit retrouver un feuillet externe qui est l'ectoderme, un feuillet moyen qui est le mésoderme en rouge et un feuillet interne qui est l'endoderme. Et bien sûr, on va voir que tout ça va se passer grâce à des mouvements cellulaires. Alors, pour résumer, les mouvements de la gastrulation chez les amphibiens, c'est pas comme chez l'oursin, c'est-à-dire les mouvements vont se passer en même temps. Il s'agit de 3 mouvements. Un mouvement qui concerne l'endoderme. Ce mouvement, on l'appelle embolie. C'est un déplacement vers l'intérieur, vers le blastocèle. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement de l'enroulement du mésoderme. L'enroulement du mésoderme, le mésoderme, il va s'enrouler entre l'ectoderme et l'endoderme. Et le troisième mouvement, c'est un mouvement qui concerne l'ectoderme et ce mouvement, on l'appelle épibolie. C'est un mouvement de recouvrement. Tartéa, recouvrement. Donc, ces 3 mouvements vont se passer en même temps. Et pour vous résumer les étapes, je vous ai mis une figure qui vous présente toutes les étapes. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce que je vois ici? Je vois une céloblastula avec les 3 territoires. D'accord? Là, c'est une vue externe, c'est-à-dire quand je la vois de l'extérieur. Et là, c'est quand je la coupe. Alors, comment je sais que la gastrulation a commencé? Donc, rappelez-vous, chez l'oursin, c'était l'aplatissement. Ici, on va voir apparaître cette formation-là qu'on appelle l'encoche blastoporale. Donc, dès qu'on voit cette formation, on sait que la gastrulation a commencé. On coupe, je vais voir cette encoche à ce niveau-là. Ok, le déplacement, il va se passer vers le blastocèle. Le blastocèle, il est là. Donc, l'endoderme, il va se diriger vers le blastocèle par embolie. Le mésoderme, il va essayer de s'enrouler, enroulement. Et l'ectoderme, il va essayer de couvrir la surface. On va les suivre étape par étape. Donc là, vous avez la première étape qui est l'étape de l'encoche blastoporale dans laquelle les cellules endodermiques commencent à bouger. Donc si je vous pose la question, je vous dis par quoi commence la gastrulation chez l'oursin, ça va être par l'aplatissement et chez l'amphibien, ça va être par l'embolie de l'endoderme. Alors ensuite, cet endoderme, donc, il continue son déplacement vers le blastocèle et de l'extérieur, on va voir une trace plus accentuée de l'encoche blastoporale. D'accord? Ensuite, toujours suivez le vert, donc toujours le vert il se déplace, mais regardez le rouge qui commence à s'enrouler. Donc là, on commence le deuxième mouvement, qui est le mouvement qui concerne le mésoderme et qui est l'enroulement du mésoderme. Entre-temps, l'ectoderme, il continue sa progression par épibolie. Donc, le vert, il se déplace, mais de l'extérieur, regardez, on va voir apparaître la trace, une trace qui ressemble à un fer à cheval. Hein, un fer à cheval. C'est pour ça qu'on dit que cette étape, on l'appelle l'étape du fer à cheval. J'avance. Les cellules endodermiques continuent leur déplacement vers le blastocèle. Le mésoderme s'enroule, il continue son enroulement.
l'ectoderme continue son épivolie. De l'extérieur, ça va nous donner une forme de bouchon. Et ce bouchon, on l'appelle le bouchon vitellin. D'accord? Le bouchon vitellin. Ensuite, ce bouchon vitellin, il va continuer à se déplacer. Pourquoi? Parce que l'endoderme, il continue son déplacement toujours vers le blastocèle. Donc, n'oubliez pas, en regardant le vert, de regarder le rouge et de regarder la progression du bleu. Donc là, quand on arrive à cette étape-là, on a un petit bouchon et on a presque tout l'endoderme, et ça presque tout l'endoderme est rentré, presque tout le mésoderme est enroulé et presque tout l'ectoderme couvre la surface. C'est pour ça que quand on arrive à la dernière étape, donc là, c'est l'étape dans laquelle tout le bouchon rentre et il ne laisse qu'une petite trace qu'on appelle la fente, une ouverture, la fente blastoporale. Et quand on coupe, on va trouver un ectoderme qui couvre toute la surface, un mésoderme qui s'est enroulé entre les deux feuillets et un endoderme qui se trouve vraiment à l'intérieur de la cellule. Donc là, on a commencé par des territoires, par une programmation et on est arrivé à cette formation-là dans laquelle chaque feuillet a trouvé sa position. Donc là, cet embryon-là, on l'appelle la gastrula qui va aussi continuer son développement, bien sûr, pour devenir un embryon plus âgé, donc que la gastrulation. Donc voilà, pour mieux comprendre, je vous conseille vivement d'aller voir ces deux vidéos. Une vidéo que je vous ai trouvée et qui parle de la gastrulation de l'oursin. Donc vous avez la vidéo de l'étape de la transformation de la blastula, d'ailleurs depuis l'œuf jusqu'à la gastrula. Là, et pour l'amphibien aussi, je vous ai trouvé cette vidéo qui vous résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc, en vidéo, c'est plus intéressant. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et pour le texte, n'oubliez pas de m'envoyer un mail sur cette adresse-là en laissant votre nom, votre prénom et le numéro d'étudiant. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.